Blurple is a deck that's been running rampant in the Fabled meta. It's at least 30% of most major tournaments, if not higher, and has a number of high-level finishes, including winning DLC Bologna, the first DLC of the current season. Now on the surface, this deck seems pretty straightforward with a fairly formulaic game plan, but is it more complicated than it looks? And are there some tips and tricks that we can glean from some of the best Blurple players? Well, I wanted to know more about how this deck works, so I reached out to one of the best, Luca Marcelin, the winner of DLC Bologna, to learn a little bit more about what makes Blurple tick. Now fun fact, this is Luca's very first TCG, but after talking with him for a few moments, it's no wonder why he won. Luca works very hard and he knows Blurple inside and out. So let's get into it. The game plan is pretty straightforward. Ramp, card draw, board control. Du coup, le plan de jeu de ce deck est vraiment d'abuser de la pioche et de la prise de board de violet grâce aux cartes de rampe et de gestion du bleu. Donc le but c'est de ne pas avoir de carte personnage qui coûte 3 d'encre afin de sauter le tour 3 en rampant au tour 2 pour arriver très vite au tour 4 de violet qui sont très forts et afin de prendre de l'avance sur les autres decks afin de faire de la gestion très rapidement tout en conservant le board. Donc une fois que le début de partie est géré, le deck va poser des grosses créatures en faisant de la gestion et il peut ensuite leurrer très rapidement pour gagner la partie. The way Luca describes it, Blurple is made up of several interconnected blocks. The first is your ramp core, or your ramp block. Then you have your board control block or core of Belle, Elsa, and Hades. You have your control actions, Hypnotic Strength and Into the Unknown. And then your core characters, Genie and Dumbo, which are powerful both because of their evasive ability and the fact that they can replace themselves. You have your draw engine, and here you can mix in Second Star to the Right, Finders Keepers, Visions of the Future, or Develop Your Brain. And you can tech these depending on which way you want your deck to work. And then you have your anti-aggro cards and your anti-Blurple cards. And these blocks make up the core of Blurple's identity and game plan. Your ramp cards, your control characters, your control actions, your core characters, and then your anti-aggro and your anti-Blurple tech. So with that as the overall game plan, let's talk the first few turns. Well, on the face of it, it is pretty simple. But here's where one of Luca's main ideas when it comes to TCG starts to come through. One of the things that Luca likes to mention is how small little things that don't seem to make a huge difference in the early game can lead to huge differences in the late game. Maybe inking the wrong card or playing a card in a turn when you're not supposed to. One of the examples of this is when Luca talks about his turn 1 play. On the play, Luca never plays turn 1 unless he knows he's against a very aggressive deck, which means in the blind, he will never play a turn 1 play. And this is because his deck, especially if you use Tipo for ramp, can burn through cards fairly quickly. And playing that turn 1 card can actually cost you the game because you have one less card to play later. Donc tout dépend du deck en face. Si on est sur le play ou sur la draw, si on ne connaît pas du tout le match-up, on va avoir tendance sur le play à ne pas jouer de tour 1, car on pioche une carte de moins qu'en étant sur la draw. Du coup, avec le ramp, on peut très vite vider notre main, surtout si on joue typo et pas voguer. Donc si on ajoute à ça le fait de jouer un T1, on peut très vite se retrouver à court de ressources pour ancrer et pour avancer dans le plan de jeu. Donc si on est sur le play sans connaître le match-up, on ne joue rien au tour 1, on va absolument ramper tour 2 pour ensuite jouer un personnage qui coûte 4 et de préférence qui est insaisissable, donc pas la mime éléphant. Et de préférence même je dirais le génie qui permet de pouvoir cycler la carte. Et après enchaîner absolument avec une Elsa. Et ensuite soit une autre Elsa ou Belle pour prendre directement le board. Et après sur la draw le plan est un petit peu similaire, mais on peut jouer un tour 1. Et on peut quand même jouer un tour 1 parce qu'on pioche une carte en plus. Et du coup on peut après derrière faire une mime éléphant lorsqu'on atteint les 4 d'encre, vu qu'on aura joué un tour 1 au début, mais tout dépend du match-up et si on a besoin de poser des insaisissables. On le joue dans le match-up, surtout dans les match-up aggro. Et possiblement contre le violet gris si on n'a pas si la carte de rampe n'est pas typo mais que c'est vogué. Et après c'est toujours quand même les combinaisons importantes de la sortie classique de rampe dans un T4 insaisissable, d'enchaîner sur un T5 de gestion, au moment du tour 6 de refaire un autre T5 de gestion, puis après faire Hades. Là généralement la personne ne peut pas revenir. Et ça permet de gérer tout le board tout en proposant un board menaçant qui peut leurrer très vite. Et après il y a toujours la petite combinaison qui peut être intéressante quand même de la Ursula et dans un autre monde, sur une Tiana par exemple, quand on est sur le play contre un deck aggro qui est vraiment très, très intéressant. So altering your hand with Blurple is also fairly straightforward.
As Luca will say, the one thing you absolutely desperately need is that turn 2 ramp. Without it, your chance of winning drops precipitously. Therefore, if you have it, great. If you don't, you are going to send away all 7 cards if you need to try to find it, perhaps only keeping a turn 1 play if you're against a very aggressive deck. Ok, donc on cherche absolument du tout à avoir le ramp du tour 2. Donc si on ne l'a pas, on va généralement mulligan 7 cartes. Donc, sauf si on a un tour 1 et qu'on joue contre un deck aggro, sinon on va mulligan forcément 7. Si on a le ramp, du coup on va chercher un personnage qui coûte 4 d'encre, idéalement le génie, et ensuite une Elsa, qui est actuellement la carte pour moi la plus forte du jeu. Si on peut garder une belle en plus en main, on essaie de la garder aussi, ou une deuxième Elsa. Et on renvoie toujours les non ancrables qui sont assez haut de curve, donc Hades, Elsa Alter et Second Star. Donc toutes les autres cartes ancrables, si on a une main très correcte, avec ce que j'ai cité juste avant, on peut les garder pour ancrer tous les tours. But if you don't have that ramp in your initial draw, here's another tidbit from Luca. If you're running Develop Your Brain, there's always a temptation to keep it to see an extra couple cards to help you find that turn 2 ramp. Luca says, do not keep it. When you do the math, you're actually better off seeing a whole 14th card rather than keeping that Develop Your Brain in order to see an additional 3 cards later. The math just works out that way. So send that Develop Your Brain away in order to increase your odds of finding that turn 2 ramp. So we've already talked about the importance Luca puts on resource management using that turn 1 play as an example. Do not play it if you can avoid it because that card is better saved to be used as ink. And ink management is a theme that Luca returned to when I asked him about what he often sees players doing wrong with Blurple. People often look at that 7 ink Hades threshold as something that they have to get to unlock that character. But Luca says it's better to be patient and to conserve your hand if you can. Often better to establish another Elsa or another Belle than to get to 7 ink to unlock that Hades. Alors, donc je dirais que comme on a parlé lors du mulligan, c'est de jouer un tour 1 sur le play qui enlève les ressources pour ancrer. Je vois souvent des joueurs faire ça, même parfois sur la draw, si on a très peu de non ancrables et des tours 1. Il ne faut pas hésiter à les ancrer et pour plutôt assurer la suite de la partie. Il y a aussi après, une fois qu'on a atteint les tours 4-5, une fois que les personnes peuvent avoir tendance à ancrer tous les tours jusqu'à arriver au Hades, mais des fois on peut très bien rester bloqué à 5 ou 6 d'encre si on a des Belle, des Elsa, des Ursula à jouer. Il ne faut pas hésiter à les jouer plutôt que les ancrer pour atteindre le Hades, car ça permet quand même de faire de la gestion et de poser du board menaçant. Et pour continuer sur l'Hades, il y a aussi parfois le fait de jouer des Hades trop rapidement dans des match-up miroirs au contre bleu vert. Faut essayer de gérer autrement que par Hades, car ça donne un peu trop de ressources parfois en face plus vite, ce qui peut faire perdre l'avantage d'avoir rampé avant lui si on est sur le play. Donc faut essayer de jouer Hades le plus tard possible, des fois même au point de faire croire à l'adversaire qu'on l'a pas en main pour qu'il se méfie plus de Hades et après le poser d'un coup. Et après les autres petites erreurs pour moi viennent aussi potentiellement de la decklist, qui peuvent jouer plus de 12 non ancrables qui rend le deck instable, ou plus de tour 1 qui fait des mauvais top decks. Alright, so let's talk matchups. De mon avis, pour le Blurple, il n'y a pas de bon match-up, entre guillemets. Surtout pour les decks tier 1 du format qu'on voit dans tous les tournois. Donc, on pense que généralement que le violet-gris est un match-up très favorable pour le Blurple. Avec tous ceux que j'ai affrontés à Bologne, je trouve que c'est pas forcément le cas, surtout si on n'a pas le toss avec le Blurple. Parce qu'il y a des façons de jouer du violet-gris qui peut désavantager le Blurple. Et tous les tours 4 du violet-gris sont menaçants, c'est-à-dire le génie, Isma, Dumbo, qui sont des grosses menaces à gérer au plus vite tous les tours. Et si on n'a pas toujours la gestion, il peut très vite prendre l'avantage. Donc pour moi, le violet-gris peut plus piocher que le Blurple tout en mettant de la pression, comparé au Blurple qui doit setup un second star ou qui peut perdre un tour à jouer un Finder's Keeper, qui peut nous faire perdre l'avantage. Et ensuite, en bon match-up, je dirais que c'est vraiment les decks qui sont tier 2 tels que le violet-vert qu'on peut voir ou le rouge-gris, qui est favorable pour le Blurple. Le bleu-vert maintenant est assez équilibré vu qu'on s'est adapté en mettant des monstros, donc c'est plus facile pour Blurple qu'avant. Et les mauvais match-up, ça reste tous les agros, c'est-à-dire jaune-gris, jaune-vert et vert-gris, car les decks peuvent poser de la pression très rapidement où le Blurple n'a pas le temps de setup ses créatures. Les versions avec les chromicrons d'émeraude en plus pour les decks verts sont très compliquées à gérer pour le Blurple, qui gère entièrement les créatures par le board, donc si on remonte le board de Blurple, c'est assez compliqué. With Blurple making up such a large share of the meta, I did ask Luca about the Mirror Breaker. Like, what do you do in a Blurple on Blurple matchup to gain an edge? And he mentioned a couple things. Now, on the play, that opening that we talked about before is still really, really strong, but what do you do on the draw?
Donc Iago et Ursula font une très grande différence, notamment sur la draw, parce que sur le play, sur une sortie classique de rampe dans un tour 4 qui est insaisissable comme Jenny ou Dumbo, puis Elsa, et après Belle, le joueur en face ne peut pratiquement rien faire quand il est sur la draw. Du coup, Iago peut permettre de contrer ce plan, parce que si on joue un Basile, au tour 1, bah après si Iago est géré par une force hypnotique, derrière on peut jouer une Elsa qui va aller, qui sera boostée par le Basile et du coup qui permet de reprendre le contrôle du board. Donc le Basile peut être aussi très impactant. Voilà. Donc, et du coup, surtout le cas adversaire n'aura pas développé une créature ou quand il aura accès à 5 d'encre, vu qu'il aura juste fait une force hypnotique. Après, les autres cartes clés pour moi sont les cartes de pioche, donc Second Star et Finders. Car le fait de piocher plus en miroir donne un avantage certain, donc sauf si on n'a pas du tout le board. Si vraiment là ça peut être compliqué, mais des fois on peut perdre on peut plus avoir de ressources. Donc c'est vraiment le fait de plus piocher qui va aussi être impactant. Luca talked quite a bit about the importance of Iago and how it can really make a difference. And Iago is a card with its big stat line that they really have to deal with because it shuts down questing with their Genie or card draw with their Dumbo. Iago pour moi est aussi mal utilisé ainsi que Ursula, voire pas utilisé dans les decklists, mais du coup faut pas hésiter à jouer des Iago sur la draw contre des match-up où on n'a pas l'avantage, même en miroir par exemple, avant un génie parfois, car la personne peut ne pas avoir la gestion en face parce que hors deck gris il peut y avoir que 4 gestions dans le deck à Iago, et en decklist fermé du coup ça peut apporter un très gros avantage parce qu'il va pas forcément tourner autour. I want to mention one card that Luca ran in Bologna which isn't seen in the majority of Blurple decks, or I would argue even the preponderance, and that is Ursula, Voice Stealer. Now, Luca is mixing one of the men here because it has an ability similar to Elsa. It allows you to exert an opponent's character when it enters play. And Luca said this is a card that really made a difference for him, allowing him to save an Elsa for later, and her strength is also just a little bit better than Elsa's, which helps in some scenarios. Et la Ursula aussi, si le board qu'on a cumulé avant de jouer la Ursula permet de gérer la créature, le fait que Ursula fait juste incliner, cela peut permettre de timer plus tard une Elsa pour la jouer un petit peu plus tard qui peut plus servir, et avoir le body d'Ursula avant de jouer une Elsa qui peut être intéressant pour trade les autres créatures. C'est vraiment juste utilisé de base pour sa capacité à taper, vraiment l'effet de la chanson est vraiment un bonus qu'on peut utiliser parce qu'on a que 4-5 chansons qui peut vraiment faire l'effet. Mais ça peut vraiment être très fort de faire dans un autre monde avec, mais c'est vraiment pas le plan principal de pourquoi je joue la carte. C'est vraiment pour moi le fait d'incliner qui est très fort dans cette méta, le fait dans une méta qui joue par le board de pouvoir incliner des personnages. And he also said one of the things you're thinking about is always making your opponent respect Second Star to the right. Second Star is such a game-breaking card in the mirror that your opponent wants to prevent you from singing it if at all possible. And you always should be thinking about establishing enough characters on the board so they have to deal with something or they're threatening leaving you with it. Bluff if you don't have it. Donc une combinaison qui est importante de proposer, c'est un board qui peut chanter à 10 pour que le joueur en face tourne autour de Second Star, même si on ne l'a pas en main, c'est vraiment pour pousser l'adversaire à parfois faire de mauvais tours en se disant il faut que je gère le board pour pas qu'il chante Second Star. Donc ça peut permettre vraiment de faire des mauvais tours à l'adversaire. Every deck has a script, and in that script there are key moments, turns, or sequences which will give you a good idea of whether or not you're going to win a particular game. With Blurple, one of those turns is of course turn 2. If you miss your ramp, you have a very large percentage chance of losing the game. Luca estimates. Donc pour moi la partie est pratiquement perdue déjà si on n'a pas de rampe au tour 2, je dirais que c'est au moins 80% de chance de perdre. On peut ramper au tour 3 mais la game sera déjà très désavantagée pour nous. Now, another big moment is turn 4, or when you get to 5 ink. If you can establish an Elsa and you're sitting on a Belle, you're looking pretty good. Et ensuite les tours déterminants, c'est lorsqu'on atteint les 5 d'encre, si on a Elsa pour faire de la gestion, enchaîner avec une Belle. Dès qu'on voit qu'on a le board et qu'il y a très peu de cartes en main de l'adversaire, si on arrive à le bloquer en plus en dessous de 15 $, c'est là qu'on sait qu'on a pratiquement gagné, parce qu'après on n'a plus qu'à lorer très vite. En fait c'est que le Blurple, on va vouloir faire de la gestion au début, et une fois qu'on a tout géré, en plus qu'on gère par le board, derrière on va aller lorer avec toutes nos créatures, et si la personne n'a plus de ressources en face, il ne peut plus rien faire, on va poser des trop grosses créatures pour lui. Après en fonction des match-ups, je dirais si déjà tous les agros on arrive à les bloquer en dessous de 15 $, qu'ils ont quasi plus de board avec et qu'ils ont plus qu'une carte en main, c'est quasiment gagné à ce moment là. Après contre c'est un peu pareil pour le violet gris.
C'est-à-dire que vu qu'il a du lore à distance, il faut vraiment le mettre en dessous de 16 de lore. S'il a plus beaucoup de ressources à ce moment-là, même s'il peut repartir avec un prof très rapidement, ça fait quand même que sinon si on a posé du board tout en le gérant, on peut gagner en 2-3 tours. Et ensuite contre les match-up en miroir, on le sait c'est dur de le savoir en miroir parce que du coup on peut avoir le board mais la personne peut très vite reprendre grâce à des finders ou autres si on a atteint très haut en encre. Mais je dirais en miroir, si on voit qu'on a plus d'insaisissable que lui qui ne peut plus les gérer, c'est généralement gagné à ce moment-là. Et après, si je vise d'autres match-up comme ça, je dirais que le bleu vert c'est gagné à partir du moment où on n'arrive pas à lui setup, qu'il n'arrive pas à mettre ses chanteurs pour sous l'océan haut. Si on arrive à lui gérer tous les tours ses chanteurs, on sait qu'on a gagné à ce moment-là. Now, there are multiple ways to tech this deck. There's multiple cards on the margins that you can work in or out of this deck depending on what you're expecting to see in a certain meta. Alors par rapport au deck que j'avais à Bologne, je dirais que c'est les tic-tac qui m'ont le moins servi, qui peuvent être remplacés par des cartes de pioche ou par une Ursula en plus possiblement. Et ensuite par rapport à la méta attendue, donc s'il y a beaucoup d'aggro, on peut jouer 8 à 10 tours 1 et réduire les monstros. Si on attend une méta avec plus de bleu violet et de bleu vert, on peut ajouter un troisième monstro et réduire le nombre de tours 1. Mais si on attend une méta assez polarisée sur tous les match-ups, je pense que le deck que j'ai joué à Bologne est bien adapté pour affronter tous les decks possibles. Voilà, sauf l'idée de base que j'avais dit de changer les tic-tac. If you're interested in learning more about Blurple from Luca, good news! Luca has a Metafy, which has recently been translated into English, and you can learn more about his deck over there. It's a really fantastic guide with all sorts of tips and tricks that he keeps updated, so go check it out. Du coup, la couleur violette est très forte dans cette méta, surtout avec la combinaison des insaisissables, ainsi que Belle. Donc le fait de pouvoir les mettre les insaisissables sur le board plus tôt que les autres decks grâce aux rampes apporte un avantage très important sur le board. Et la gestion en plus ajoutée par l'encre, la gestion de l'encre avec Hades et dans un autre monde est également très impactante, même si cela peut donner des ressources en encre à l'adversaire. Quand même que vu qu'il n'y a plus, avec la rotation, il n'y a plus de Soyez prête, plus de grosses cartes chansons comme Zeus, du coup vu que c'est une méta très board-centric, le Blurple c'est là qu'il est le plus fort. Now, what do you think about Blurple? Is this a deck that you enjoy running? Do you think it has a future after Whispers in the Well comes out? Let us know in the comments below, and don't forget to like and subscribe.